La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. La contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Rotate, bonsoir de attends, Air France, en demande. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Nora 8401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans la zone aéro, il est mercredi soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. La digestion du live de la semaine dernière sur les illusions sensorielles qui a fait poser pas mal de questions. J'en ai eu des retours cette semaine, merci à celles et ceux en tout cas qui étaient présentes et présents. J'espère que le live vous a plu. Soyez les bienvenus, vous qui arrivez, qui posez vos valises dans la zone. Ravi de vous retrouver pour 1h30 en gros, comme les mercredis soirs, où régulièrement on vous propose des sujets divers et variés. Soyez également les bienvenus, celles et ceux qui nous prennent en replay, puisque je vous rappelle que cette émission est également en replay sur YouTube, également en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi récupérer les questions, en poser sur notamment YouTube, ça pose aucun problème et derrière on reforward, on y répond évidemment. Vous pouvez faire coucou dans le chat, je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont participé, j'en perds mon souffle. Je vais saluer d'abord Fingergold, Fingergold qui vient de reprendre, abonné depuis 18 mois, merci beaucoup, Prime renouvelé, ça fait plaisir et c'est comme Fingergold que vous apportez du soutien à cette émission, puisque je vous rappelle qu'elle ne peut vivre sans vous, cette émission. Pour ce faire, vous pouvez prendre des abos sur Twitch, ça marche, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi le faire de manière non lucrative, c'est-à-dire prendre les liens qui vous plaisent et les reposter sur vos plateformes, ça ne vous coûte rien, et nous, ça nous donne la visibilité, donc ça fait connaître. Et il n'y a encore pas suffisamment de personnes qui connaissent la zone aéro, il y a plein de pilotes qui n'ont pas vent de l'émission et qui pourraient peut-être être intéressés. Donc, il faut les ramener, ces gens-là, qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on fasse des choses. Et puis, évidemment, vous avez toute la partie sub Twitch. Vous prenez un abonnement, vous n'avez pas de pub pendant 30 jours, c'est un moyen. Vous faites comme Fingergold, vous avez un compte Amazon Prime. Et bien, avec Amazon Prime, vous n'avez plus de publicité pendant 30 jours et c'est gratuit. Ou alors vous faites comme 0K, qu'on remercie, qui vient d'offrir un abonnement à Chess Luciole. Merci beaucoup mon cher Ludo, ça fait plaisir. Merci bien. Donc vous voyez, il y a plein de manières de soutenir l'émission et on compte sur vous, évidemment. Dernière partie, c'est les petits goodies de la boutique. Elle est accessible, vous le trouvez sur la zoneaéro.fr. Vous avez la boutique, plein de petits trucs et puis on essaie de les renouveler. En tout cas, c'est prévu pour cette année. Et puis, vous avez la page Patreon où vous devenez un petit peu les patrons de la zone aéro et on vous propose en exclu des visios avec l'équipe, avec des invités et des contenus un petit peu spécifiques quand on peut. Donc voilà, c'est pour vous remercier aussi de nous soutenir. Merci à vous. Allez, je fais un petit tour parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont dit bonjour. Donc on va dire bonjour à tous ces gens. Je salue déjà la modération. Julot, je l'ai vu. Philémon, je l'ai vu aussi. Donc, bienvenue à toute l'équipe de la modération qui travaille en arrière-plan et qu'on n'oublie pas, bien sûr. Merci à vous. Lolo Radar, il est là. Ludo, 0K qui est présent. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. Skycrew qui est là. Ben Moll, un grand classique, il est parmi nous, bienvenue. Fingergold, on en a parlé, bienvenue. ULMist qui vient d'arriver dans la zone. La Carriole, Free Flight qui est là, Energic Pepper également. J'ai cru voir passer mon ami Vince tout à l'heure. Donc voilà, on salue tout le monde. Merci à vous d'être là. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc merci de votre présence. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Si, j'ai une chose à dire avant que j'oublie. Il faut rester jusqu'à la fin de l'émission parce que tout à l'heure, en fin d'émission, je vous présente le programme de la zone aéro du mois de février. Et il y a du lourd. Il y a du lourd. Pour celles et ceux qui veulent des parcours un petit peu particuliers, il y a du lourd. Et on va même faire pour la première fois un atelier avec des viewers en direct. J'en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça en fin d'émission. Donc tout à l'heure, on va dire d'ici 1h30 à peu près. Quelque chose comme ça. Bien.
J'ai fait le tour, je m'arrête de parler et tout de suite on va lancer le dépôt du plan de vol. De quoi allons-nous parler ce soir? Vous le savez un petit peu, mais on lance le jingle. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, on va le faire apparaître ici, le sommaire. Hop, le voilà, il arrive. L'actualité du terminal, comme d'habitude, on a 6 petites news à vous partager ce soir, diverses et variées, mais on aime bien. Donc l'actu de l'aviation, c'est dans un petit instant. Merci, bienvenue, The Stoll Collective. J'aime bien Stoll. Ça décolle court, ça se pose court, c'est bien. C'est un concept que j'aime beaucoup. Bienvenue dans la zone aéro, en tout cas. Et ensuite, après l'actu du terminal, embarquement avec la séquence de ce soir. Les ULMistes qui sont là, ils sont présents, je les ai vus faire coucou dans le chat. On parlera ULM avec la gazette de l'ULM, mais pas que. On verra qui sont les personnes derrière ce projet. On aura le plaisir d'accueillir tout à l'heure Laura et Eddy. Et on parlera avec eux de ce projet, de la conception du projet, comment c'est arrivé, comment est-ce qu'ils travaillent, les contenus, bref. Vous saurez tout sur la gazette de l'ULM. C'est tout à l'heure, évidemment, avec vos questions dans le chat. Vous pourrez poser des questions. Vous devez même poser des questions. Si vous en avez, gardez-les pas pour vous. Profitez-en. Envoyez vos questions. On les met de côté avec toute l'équipe de modération. On les affiche. Vous connaissez le principe. Et on essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Et fin d'émission, comme d'habitude, la foire aux questions, remise de gaz, avec, je le disais tout à l'heure, le programme du mois de février. Yes, short take-off and landing. Assez impressionnant ces vidéos-là, c'est assez fou. Voilà, j'ai fait le tour et puis je vous propose tout de suite de retirer le sommaire. Tac, voilà, c'est fait. Et puis on lance tout de suite l'actu du terminal. C'est parti. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, on est parti pour l'actualité du terminal et avant que je ne loupe l'actualité du terminal et que j'oublie, je vous rappelle, c'est ici la caméra, que ce week-end, pour celles et ceux qui sont du côté de Paris, au Bourget, on vous invite évidemment à vous rendre du côté du musée de l'air et de l'espace au Bourget puisqu'aura lieu, comme chaque année, le salon des formations et des métiers de l'aéronautique, le SFMA comme on l'appelle, avec à l'intérieur plein de corps de métiers qui sont représentés, y compris des écoles de PNC, de PNT, donc de pilotes. Il y a plein de choses. Allez y faire un tour, l'entrée est gratuite. Ce sera donc de mémoire vendredi, samedi, dimanche au musée de l'air et de l'espace. Il y a 2 raisons pour lesquelles il faut y aller. C'est que déjà, vous allez parler d'aviation. On va vous parler d'aviation. Vous pourrez rencontrer des gens sympas avec plein de pilotes, plein d'écoles, plein de sociétés en France et à l'étranger. Et en plus de ça, la deuxième, c'est qu'il y aura Nicolas. Et comme à sa grande habitude, vous pourrez dédicacer vos slips, il n'y a aucun problème. Il sera là-bas. Donc comme l'année dernière, moi j'y serai pas, mais Nicolas y sera. Donc allez faire coucou à notre ami barbu de Nicolas qu'il est. Il sera, je pense, du côté du stand de Cyrus, mais aussi un petit peu partout dans le salon. Donc si vous le voyez, vous lui faites une bise de notre part, évidemment, évidemment. Voilà, c'est dit pour le SFMA, c'est le week-end qui arrive, vendredi, samedi, dimanche. On va attaquer donc l'actualité du terminal tout de suite par une petite brève. On va parler du radar météo de la 350. Vous avez peut-être entendu parler. Alors, depuis plusieurs mois, il y a un dysfonctionnement du radar météo Honeywell qui équipe l'Airbus A350 qui suscite de vives inquiétudes d'ailleurs parmi les pilotes de cet avion. C'est un bug logiciel qui peut entraîner une sous-estimation des phénomènes orageux dangereux. Donc avouez que c'est quand même un petit peu fâcheux. C'est un peu un outil dont on a besoin en fait. Et notamment au-delà de 80 000 nautiques. Donc plutôt sur de la longue distance. Ça réduit un petit peu la fiabilité de détection des cellules orageuses, les fameux cumulonimbus, et aussi des phénomènes associés, donc les turbulences qui sont très souvent assez sévères. Les signalements se sont d'ailleurs multipliés, en particulier chez Air France qui emploie un paquet d'avions et où les équipages évoquent d'ailleurs une perte de confiance dans l'affichage météo. Moi, les choses sont claires, ils n'ont plus confiance. C'est comme ça. Et Airbus reconnaît d'ailleurs le problème.
Mais ils précisent qu'il n'y a pas forcément de danger critique. Ils ont diffusé des consignes opérationnelles temporaires. Honeywell, donc le fabricant du radar, quant à eux, travaille de son côté pour un correctif qui va être attendu mi-2026. Et en attendant, les équipages sont évidemment appelés à redoubler de prudence dans le contournement des zones orageuses. Ah ça y est, ça marche. Bonsoir à toutes de Bavière. Eh bien, coucou la Bavière. Merci beaucoup. Stoll Collective, merci bien. Voilà pour la première news. Vous pouvez quand même, n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez monter dans la 350, il n'y a pas de souci. Hein. On est d'accord. Allez, on enchaîne. On va parler des relations un petit peu franco-algériennes en termes d'aviation, puisque malgré des tensions diplomatiques ces quelques temps, ça n'a échappé à personne, le trafic aérien entre la France et l'Algérie a atteint un record historique en 2025 avec la bagatelle de 5,4 millions de passagers transportés en seulement 11 mois. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est quand même un sacré couloir de transit. Il était porté notamment par la diaspora algérienne et des déplacements familiaux récurrents, des familles qui viennent, qui repartent, qui vont voir de la famille, etc. Et la liaison progresse puisque c'est plus de 30% d'augmentation par rapport à l'avant-Covid. Ça vous donne un ordre d'idée. On est carrément reparti, hein, plein pot là. L'offre reste concentrée autour de quelques compagnies. On retrouve évidemment Air Algérie, Air France, plusieurs transporteurs français. Je pense par exemple à ASL aussi, des fois qui assuraient des liaisons charter quand il fallait le faire. Et tout ça, ça maintient une forte pression sur les prix. En haute saison, les billets dépassent fréquemment 400 à 600 euros pour un aller-retour, malgré des avions qui sont quand même pleins pendant toute l'année. Alors on pourrait se dire, la fréquentation va faire que le prix du billet va baisser, mais pourtant, non. Voilà, ça reste un billet, un coût assez élevé. Le marché peu sensible aux tarifs s'impose d'ailleurs comme stratégique, mais fragile. Et la montée des tensions politiques entre la France et l'Algérie et les débats sur l'immigration pourraient, à terme, rebattre les cartes dans ce couloir aérien qui est clé, évidemment, entre les deux pays. On salue J'entends rien 83 qui vient d'arriver. Bravo à lui. Il est de retour du Québec, notre ami. Et d'ailleurs, il a volé sur quoi? Si, c'était un A350, Jean? Faut nous dire, il me semble. Hein. Il va nous dire. On en parlait tout à l'heure du radar météo de la 350. Ou c'était un Boeing, je ne sais plus. Il va nous le dire. Voilà pour la deuxième news. On enchaîne avec la troisième. On vous a parlé de Boeing il y a quelques temps. Airbus, tout allait bien. Boeing un peu moins bien, avec des faits divers. Ils ont perdu une porte. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu quelques crashs. Voilà, donc Boeing, c'était pas top. Mais aujourd'hui, après 7 années de pertes, faut le dire quand même, cette année, c'est quand même important, Boeing renoue avec les bénéfices en 2025, puisqu'ils affichent un résultat net de 2,24 milliards de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Un retour dans le vert largement porté d'ailleurs par une cession d'actifs exceptionnelle qui couvre notamment la vente partielle de Digital Aviation Solutions, plus que d'ailleurs par une rentabilité industrielle qui a été retrouvée. Donc c'est plutôt des jeux un petit peu financiers. Et les livraisons d'avions commerciaux repartent fortement avec quand même 600 appareils livrés, un record depuis 2018 et un carnet de commandes qui atteint un niveau assez historique selon le constructeur. Mais derrière ces chiffres, qui sont quand même flatteurs, on ne va pas se le cacher, les marges sont sous pression et plusieurs programmes clés d'ailleurs, comme le 737 MAX, le 777X demeurent étroitement surveillé par le régulateur américain, suite notamment à toutes les séries d'incidents ou d'accidents qui ont pu se produire ces dernières années. Boeing améliore aussi sa trésorerie, sans pour autant avoir totalement tourné la page de ses fragilités, on peut le dire, industrielles. Donc, ça va un petit peu mieux, quand même, pour le constructeur américain. On continue et on va revenir sur quelque chose dont nous avons déjà abordé, il me semble, à 2 reprises dans l'actualité de la zone. Un fait divers un peu incroyable, puisque un outil a été découvert à l'intérieur de l'aile gauche d'un Airbus A380 exploité par Qantas après 2 vols long courrier
entre Sydney et Dallas Fort Worth. L'objet a été retrouvé au sol le 9 janvier à Sydney, ce qui a déclenché évidemment une ouverture d'enquête par la Australian Transport Safety Bureau, qui se charge justement des enquêtes en la matière. Classé comme un événement de type FOD, donc en gros un objet dangereux, un objet qui traîne dangereux et qui n'a rien à faire là, pour faire un peu simple, l'incident n'a entraîné aucune conséquence opérationnelle immédiate, puisque l'appareil a volé tout à fait normalement avant la découverte. Donc, quelque part, rien à signaler. Cependant, pourquoi il était là? L'enquête devra déterminer quand et comment l'outil a été laissé dans la structure de l'avion, et pourquoi les procédures de contrôle n'ont pas pu le détecter plus tôt. C'est une vraie question. Il y a un dossier un petit peu sensible en la matière du côté de Qantas, puisqu'on en avait déjà parlé. La compagnie avait déjà été mise en cause pour une affaire un peu similaire qui concernait un outil qui avait été oublié dans un moteur cette fois. Donc vous voyez, j'allais dire bis repetita, c'est pas au même endroit, mais il y a quand même un petit travail à fournir là-dessus, sur la traçabilité des procédures, évidemment, des outils qui sont utilisés. On continue avec la 5e news. Alors, quelque chose d'assez incroyable aussi. On va parler de la compagnie Jet2, puisque une trentaine de voyageurs à destination d'Alicante ont vu leur vol partir sans eux. Oui, c'est possible. Où ça, à l'aéroport de Manchester, puisque après une erreur de guidage, lors de l'embarquement, il y a eu des erreurs, les gens n'ont pas pu embarquer, l'avion est parti. Donc vous imaginez un petit peu le scandale. Pourtant, après avoir validé leur carte d'embarquement, les passagers du vol LS 879 de Jet2 ont été dirigés vers un escalier qui menait à un cul-de-sac. Donc ils sont restés bloqués pendant près de 40 minutes, et pendant ce temps, l'Airbus 321, lui, il a décollé normalement, ce qui fait que le groupe il est resté derrière les portes. Alors, la compagnie reconnaît quand même un dysfonctionnement, on sera d'accord là-dessus, et a ouvert une enquête en urgence à l'aéroport de Manchester pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et les passagers ont finalement été réacheminés dans la journée, mais l'incident relance quand même des questions sur les contrôles finaux avant le départ. Comment se fait-il que 30 personnes qui ne soient pas dans l'avion, personne n'est dit, 30 personnes ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas 30 qui ne sont pas arrivés quand même. Et que l'avion soit déclenché quand même. Il y a toute une histoire là-dessus, et ça vous rappelle peut-être aussi, on va dire, l'actu de la semaine dernière, où un passager de chez Ryanair avait porté plainte contre la compagnie pour avoir été refusé 2 minutes avant l'embarquement. Je vous inviterai à reconsulter le replay si le sujet vous intéresse, on en a parlé. Et on termine par la 6e et dernière petite actu du soir, et comme vous le savez, souvent on aime bien terminer par un petit peu d'histoire de l'aviation. Leurs bagages sont partis ou pas, il y a des chances. Puisque les bagages, s'ils ont été chargés avant, ceux en soute en tout cas, ils ont dû partir. Donc après, il faut les rapatrier. Et donc, la dernière, les PNC, oui, les PNC ils étaient dedans. Donc les PNC ils sont partis aussi, il n'y a pas de problème. On va terminer la dernière actu par une petite séquence historique. On va parler d'un 28 janvier dans l'histoire de l'aviation, le 28 janvier 1935, puisque dans le ciel de Picardie a lieu le tout premier vol du dernier avion conçu par Henri Potez. Vous connaissez sûrement la marque des moteurs Potez, des avions Potez, le Potez 62. Vous l'avez en photo. Il est piloté par Descamps et l'appareil évolue au-dessus de Méault lors d'un vol inaugural largement relayé par la presse de l'époque. Il y a 13 exemplaires qui seront construits, dont 11 qui intégreront la flotte d'Air France qui est alors en plein essor. 1935, retenez bien la date. C'est un dérivé civil d'un bombardier, le Potez 54, et le Potez 62 peut emporter 3 membres d'équipage et jusqu'à 16 passagers, ce qui est quand même assez important pour l'époque. Il affiche une autonomie d'environ 1000 km et une vitesse de croisière de 280 km/h. 2 moteurs se chargent de sa propulsion, c'est des moteurs en étoile, les fameux moteurs Gnome et Rhône, qui font 870 chevaux chacun et qui incarnent le savoir-faire aéronautique français des années 30, où la France était pionnière en matière de l'aviation. Donc 28 janvier 1935, 28 janvier 2026, je vous laisse faire le calcul. C'était les grandes heures
de l'aviation française. Voilà, on a terminé la petite rubrique actu de ce soir. Si vous avez des réactions, évidemment, le chat vous est ouvert. Et puis, écoutez, on lit toutes vos réactions, comme d'habitude, bien sûr. On ferme le sujet de l'actu et tout de suite, eh bien, on va retrouver le sujet qui nous concerne. Vous êtes peut-être, d'ailleurs, on va peut-être ouvrir un petit sondage là rapidement, sans pour autant faire un vote dans le chat. Dites-nous simplement, est-ce que vous connaissez la Gazette de l'ULM? Oui ou non? Est-ce que vous êtes abonné à la Gazette de l'ULM? Oui ou non? Est-ce que vous êtes ULMiste? Oui ou non? N'hésitez pas à répondre dans le chat, comme ça on voit un petit peu qui vous êtes, qui fait quoi. Et je vous propose de retrouver nos deux invités. Ils sont à l'origine de ce projet. Voilà, ULMiste nous dit la carriole. Il y en a sûrement d'autres. Non, non et non. Julot. Ah bah oui, mais Julot, il faut y mettre du tien un petit peu. Là. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein? Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Dites-nous, les amis. Et puis, on va donc tourner la séquence. Ouais, je connais la Gazette, mais non abonné. ULMiste aussi. Ah oui, donc il y a des ULMistes dans le chat. C'est parfait. On va lancer donc la séquence embarquement avec pour retrouver Eddy et Laura qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Et pendant 1 heure avec eux, on va parler ULM, on va parler de passion d'aviation, on va parler de magazine et on les retrouve tout de suite. Embarquement avec le sujet et l'invité du jour dans la zone aéro. Et ils sont là avec nous. Mais non, c'est bon, là, vous pouvez ouvrir les micros. Eddy dit non. Laura à gauche, Eddy à droite. Je pense que ça parle tout seul. Hein, y a pas besoin, on ne peut pas confondre. Hein. On salue Monsieur Briscard qui vient d'arriver. Merci beaucoup, bienvenue dans la zone aéro. Donc, Laura, Eddy. Ah ben, Laura, on l'a perdue. C'est peut-être le... Ah non, non, c'est bon, elle revient. Non. Et alors, pourquoi c'est parti? Il y avait... Alors, attendez. Hop. Pourquoi on va... Ah voilà, c'est bon, c'est fait. Il fallait attendre un petit peu, c'est parfait. Bien, merci Laura, merci Eddy d'être venu nous voir dans la zone aéro, ça fait plaisir. On a des ULMistes dans le chat, ils ne sont pas tous abonnés, donc il va falloir les convaincre. Ça va être un challenge. Hein. Ouais, c'est bon, c'est notre boulot ça. Bon, on va y arriver alors. Avant toute chose, ce qui serait peut-être bien, c'est chacun une petite présentation, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, un peu façon juste prix, mais aviation, comme ça au moins c'est plus simple. Donc, qui commence? Eh ben c'est Laura, un peu de carrosserie. Bonjour à tous. Moi, j'ai commencé l'aviation, j'avais 12 ans en faisant du parapente dans les Pyrénées. J'ai poursuivi en découvrant l'ULM multi-axe sur la petite ULM aérodrome de Pontvig dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, j'ai commencé à voler, j'avais 13 ans en ULM, et puis j'ai eu mon brevet à 15 ans. J'ai poursuivi ma scolarité au lycée aéronautique de Toulouse-Blagnac, où j'ai fait mon diplôme de mécanicien avion. Voilà, j'ai continué à voler toujours en ULM. J'ai pu être mécanicienne sur le tour ULM pour la chaîne météo qui s'est déroulée il y a quelques temps de ça maintenant. Voilà, où on a volé avec un dirigeable et un autogire. Voilà. Et puis récemment, j'ai passé ma qualification pour être instructeur ULM multi-axe et je suis instructeur bénévole au sein de la base ULM de Montpezat-d'Agenais. Voilà, pour ceux qui me connaissent et ceux qui veulent m'y retrouver, c'est avec grand plaisir. Et ben voilà, vous avez déjà c'est un sacré parcours hein, quand même, hein, faut le dire. Ah ouais, franchement, ok. Bon, merci Laura pour la présentation. Avec plaisir. Et je crois que Eddy n'est pas en reste pour la mécanique, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, effectivement, mais le parcours de Laura est toujours impressionnant. Hein. Elle cache un peu son jeu, ouais. Du coup, moi, je suis mécanicien. Donc, moi, j'ai commencé l'aéro à 23 ans.
par l'ULM. J'ai fait que ça. Donc j'ai commencé en autogire. Donc ça fait 16, bientôt 17 ans. Et donc j'ai fait un peu d'autogire étant plus jeune. Après j'ai arrêté de voler un petit peu pour des raisons financières comme tout le monde. Il fallait recharger les batteries et j'ai repris le paramoteur en 2020. Voilà. Et du coup j'ai monté un atelier de mécanique ULM sur la base de Montaigu en 2023. Voilà, ça va faire 2 ans et demi que je suis ouvert, quoi. D'accord. Et du coup là j'ai pu reprendre l'autogire un petit peu plus et du coup on vole régulièrement comme ça, quoi. D'accord. Ok, merci Eddy pour la présentation. Donc le chat, vous voyez, vous avez 2 profils, un similaire mais différent. Donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions. Encore une fois, elles sont mises de côté dans le chat, on les incruste au fur et à mesure. Vous pouvez y aller, même si elles sont en double, nous on fait le tri après. Allez-y, posez vos questions, on est là pour échanger. Je vais m'y mettre pour commencer. Je vais vous demander à tous les deux d'où vous vient cette passion de l'aviation, en l'occurrence de l'ULM. Comment vous avez découvert ce milieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous rêviez de faire déjà tout petit, à l'école, où vous aviez 2 ans, vous ne parliez pas, vous vouliez déjà piloter, voler, regarder les avions, etc. On garde le même Si schéma, vous voulez. Laura, je t'en prie, vas-y. Moi, c'est tout simplement, c'est la passion du vol a commencé, j'avais 12 ans, habituée à partir en week-end dans les Pyrénées, du côté de Saint-Lary-Soulan, et je voyais toujours ces parapentes descendre de ce plat d'Adé, et j'ai toujours dit, je veux pas mourir bête, je voudrais faire un baptême en parapente, donc j'ai volé régulièrement du coup en parapente. Et comme je suis native du Tarn-et-Garonne à la base, il n'y avait pas de parapente par chez moi, donc j'ai bifurqué vers le monde de l'ULM à travers le multi-axe, voilà. Et maintenant, je fais aussi, comme Eddy, je fais de l'autogire puisque je suis aussi pilote autogire. Instructrice aussi autogire? Non, pas encore. Ah, pas encore. Il y a le encore qui est important. C'est dans les tuyaux. Ok, d'accord. Et toi, Eddy? Alors moi, c'est un parcours très classique. Au début, c'est un gamin qui veut être pilote de ligne ou pilote de chasse. Enfin voilà, l'avion, l'hélico, tout m'intéressait un petit peu. Et puis, j'arrive pas du tout de ce milieu-là. Moi, personne volait dans ma famille. Il n'y avait pas non plus beaucoup de ressources financières, donc c'est des choses que tu laisses un petit peu de côté. Et je me suis retrouvé par hasard confronté à un autogire. J'avais, je sais pas, 18-19 ans. Enfin voilà, j'ai regardé ça avec des grands yeux. Surtout qu'à l'époque, les autogires, c'était pas des machines de série comme on peut avoir aujourd'hui, donc il fallait être sacrément courageux pour monter là-dessus. Donc voilà, j'ai creusé un petit peu le sujet et j'ai fini par trouver ça très très cool. Donc j'ai vendu un peu tout ce que j'avais, puis j'ai passé mon brevet de pilote d'autogire comme ça, quoi. Voilà. L'idée de base, c'est toujours d'en faire une carrière. On est un petit peu endoctriné là-dedans quand on est gamin. Enfin voilà, pilote, c'est forcément professionnel. On oublie un petit peu le côté loisir et finalement c'est quand même une façon d'accéder au vol qui est super agréable et qui est presque à moindre coût, quoi. Alors, puisque vous en parlez aujourd'hui, effectivement, il y a le côté loisir qui est un petit peu décrié depuis quelques années. On parle d'écologie, on parle de plein de choses, alors qu'on oublie aussi que ce sont des vocations et vous en êtes une belle preuve ce soir, que ce soit en avion, en ULM ou en quoi que ce soit. Ce sont des portes ouvertes ensuite pour en faire un métier et surtout du partage, du lien. Ouais, complètement. Moi, aujourd'hui, j'en vis. Donc, tu vois, finalement, je suis pas pilote classique. On bricole un petit peu comme on peut, mais l'ULM, c'est mon métier aujourd'hui. Plus comme mécano que comme pilote, mais il n'empêche que je vole tous les jours. Donc, c'est des parcours qui sont méconnus, mais qui sont possibles. Et puis, il faut pas oublier non plus que voler, faut que ça reste un plaisir. Voilà. Donc, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de pilotes de ligne qui sont un peu frustrés de ça et qui aiment bien aller en aéroclub un petit peu pour refaire du vol beaucoup moins complexe et où on retrouve cette part de plaisir-là, quoi. Les sensations. Et exactement. Toi, Laura, quel est ton point de vue sur la question ? Moi, je partage ma passion. Moi, c'est depuis toute petite, j'ai toujours adoré partager ma passion pour le vol. C'est nature chez moi. J'aime rassembler, j'aime partager, j'aime la simplicité. Et dans la passion pour le vol et
principalement dans l'ULM, puisque c'est l'activité principale dans laquelle j'évolue, on retrouve toutes ces bonnes choses et j'ai hâte de continuer à poursuivre ces belles aventures avec pas mal de pilotes et de novices, d'enfants et de grands enfants, parce qu'on a tous on a tous une âme de grands enfants au fond de nous. Ok. Il y a 0K qui pose déjà qui posait la question. Alors, je ne sais plus si c'est adressé. Il faut que tu nous dises, 0K, si c'est à Laura ou à Eddy. Il parle du DPM. Ça vous parle, le DPM? Non. Il faut que tu nous précises. Alors, 0K, si tu peux le faire. Hop. Toc, toc, toc. Il va nous dire. Ouais. Il va nous dire. Il y a la carriole qui dit on se retrouve pour la grande course alors. Oui, Ben ouais, c'est à la maison en plus cette année. Alors effectivement, on sera bien présent à la grande course. Pour ceux qui connaissent pas ça, du coup, c'est un événement. Ça va être la 3e année que c'est réalisé. La grande course, ça a été initié par un des membres de la Gazette en 2023. Et l'idée, c'est de reprendre les aventures du LM qui se faisaient à l'époque en totale autonomie et de parcourir des longues distances et puis essayer de se débrouiller comme ça. Et voilà. Donc les règles ont un petit peu évolué avec le temps, mais ça reste toujours une petite compétition sympa où on a une centaine d'ULM qui s'affrontent sur 3 jours et c'est dans une ambiance très rigolote, quoi. Ça reste en France? Ouais, ça reste en France. Alors on a deux sujets. Donc on a la grande course qui est 100% en France, c'est même régional finalement et ça se déplace de région en région avec les années. Et cette année, on a un nouveau projet qui est l'Ultimate Air Challenge qui est en Europe du coup. Et donc alors la Gazette est un petit peu à l'extérieur de cette organisation-là, mais on est quand même pas mal en lien avec eux. Et l'Ultimate Air Challenge, ça va être des teams plus construits avec vraiment une idée de course derrière ça pour affronter les plus belles machines sur 3 catégories. Voilà, des ULM ultra performants, des autogires, des pendulaires. Enfin, il y aura plusieurs catégories et le but, ça va être de faire le tour de l'Europe le plus vite possible, quoi. D'accord. On parle du LM performant. Alors, il y a déjà 0K qui précise DPM, c'est deltaplane motorisé. A priori, en Belgique, ils utilisent du deltaplane motorisé. nous on appelle ça du pendulaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est la naissance de l'ULM en France est venue comme ça. L'ULM 3 axes, multi-axes, qui va ressembler un petit peu à un avion, c'est un héritage plutôt américain. Et en France, c'est les deltaplanes qu'on a commencé à motoriser, quoi. Ouais. Le pendulaire, confirme. Exactement. Donc, je ne savais pas qu'il y avait 2 termes différents. Moi, pour moi, pendulaire, c'était pendulaire partout. Ah non, apparemment, en Belgique, on dit le deltaplane motorisé. Ok. Ouais, après, c'est des Belges. Ouais, non, mais c'est Ludo, ça va. Ok, donc il y a des compétitions qui sont organisées. On sait que ça existe en aviation, il y en a aussi en ULM. Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parlait tout à l'heure des ULM haute performance, tu le disais. Ouais. Je sais qu'il y a des ULM qui ont été équipés il n'y a pas très longtemps de fameuses turbines, donc ça donne des performances des fois qui sont meilleures que celles des avions. Vous avez déjà essayé? Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là? Alors, absolument. Je garde la parole, Laura, mais tu passes dessus. Parce que j'ai un gros problème, c'est que quand on commence à y aller, moi je m'arrête plus après. Donc, Après, on demande à Laura comment elle va instruire sur des ULM haute performance. Donc, ouais, exactement. Moi, sur le développement techno, j'aime beaucoup ça, les ULM haute performance. Je pense que l'objet en lui-même, je trouve ça fascinant. Après, il faut faire attention aux dérives un petit peu. On est dans un régime législatif qui reste fragile, où c'est avant tout la responsabilité de chacun qui nous offre cette liberté de voler avec un petit peu moins de contraintes que les pilotes d'avion. Et du coup, il faut faire attention en emmenant trop de technologie à ce que les pilotes soient un petit peu dépassés par ça et qu'on finisse par faire des bêtises et être de plus en plus contraints. Enfin voilà. Donc bon, sur la turbine, je suis assez mitigé. Voilà, je pensais pas qu'on allait aborder le sujet si vite. Si tu veux qu'on se fâche tout de suite, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Après, on prend les avis de tout le monde. Il y en a des pour, il y en a des contre. Après, c'est ce qui fait la richesse, justement. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas sûr que
Enfin voilà, je pense que c'est un bon projet pour de l'aviation générale. Cette turbine, elle a prouvé que c'était un très bon compromis. Après, sur l'ULM en tant que tel, je pense qu'ils avaient besoin d'un terrain de jeu un peu plus libre pour développer cette turbine-là. Je pense que ça consomme encore beaucoup. Il y a beaucoup de chevaux qui sont bridés pour rester dans notre cadre à nous, mais on n'a pas besoin finalement d'autant de puissance chez nous et de moteurs à ce budget-là pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que le budget, on n'en a pas parlé. Et effectivement, il y a The Stall Collective qui dit il faudrait déjà définir le terme de haute performance. C'est tout à fait vrai, puisqu'un ULM qui décroche à 40 km/h, c'est aussi un ULM haute performance quelque part. Donc ça dépend où est-ce qu'on met la barre. Ouais, c'est plutôt dans la philosophie aussi de ça. Cette richesse qu'on a dans l'ULM, c'est que on a un spectre qui est dingue. Tu vas voler en paramoteur, alors on pourrait presque dire en dirigeable motorisé, même si il y en a pas beaucoup, mais depuis 2012, on a les hélicos et on a ces ULM haute performance, j'appelle ça comme ça. Ça va être des ULM 3 axes qui sont en carbone, en aile basse, du Blackwing, du VL3. C'est des engins qui vont allègrement à 300 km/h et qui sans forcément consommer autre mesure, ils sont toujours à 100 chevaux, train rentrant, hélice à pas variable, enfin voilà, ce sont des petits avions, quoi. C'est comme ça que je l'imagine, le haute performance, quoi. D'accord, ok. Et toi Laura, justement, tu parlais tout à l'heure de dirigeable. Tu as fait du dirigeable ULM, raconte-nous un petit peu. Oui. Voilà, on a fait un tour de France en ULM dirigeable, donc on est parti de Grenoble et on a fait tout un tour de France, donc il y a des vidéos qui tournent encore sur YouTube, donc vous pourrez me voir beaucoup plus jeune. Où on fait un tour avec un dirigeable et un autogire pour tout ce qui est prise de vue aérienne et pour accompagner le dirigeable. Donc c'est beaucoup de manutention parce qu'il y a une équipe qui part en premier pour pouvoir aller monter le mât, pour pouvoir réceptionner le dirigeable quand il arrive, et pour pouvoir démonter le mât une fois que le dirigeable est parti. Donc c'était beaucoup de manutention. C'était très agréable à faire, mais c'est pas aussi facile à mettre en place ni à organiser un vol un dimanche matin pour le plaisir, quoi. Alors, pour nous expliquer un petit peu, le mât, c'est quoi? C'est le point d'ancrage qui permet aux personnes de monter? Pour accrocher, pour que le téton du dirigeable puisse s'arrimer au mât. Ok. Et alors, Voilà. c'est grand comment là? Explique-nous un petit peu comment ça se met en œuvre, comment est-ce qu'on monte à bord, combien vous êtes, qui fait quoi? Alors, on était deux parce que ça restait une catégorie ULM, donc on était deux à bord. Et on était 4 au sol pour pouvoir réceptionner le dirigeable. Donc, il y avait un mât à monter. On avait un mât à monter et après, au moment où le dirigeable arrivait, il y avait une personne qui montait au niveau du mât en haut. Et dès que le dirigeable commençait à s'approcher, en fait, on raccordait à une corde pour pouvoir tirer et orienter le dirigeable dans son axe pour pouvoir l'accrocher. D'accord. Il y avait beaucoup de manutention en fait à faire. Voilà. Ouais, ok. C'est pas aussi facile que de sortir son pendulaire, son paramoteur ou son petit 3 axes le dimanche matin. Et c'est quoi la motorisation sur ces engins-là? Ça a combien d'autonomie? Ça croise à quelle vitesse? Alors, c'est très très lent parce que le dirigeable, c'est un moyen de transport très lent et en plus, on faisait du publicitaire. Donc, il y avait le logo, la chaîne météo floquée partout. Donc, il fallait qu'on soit très lent et après, ça reste des moteurs ULM complètement classiques, comme je le dis, pour vous en parler. Voilà. Il n'y avait rien de performant, on n'en était pas à la turbine, quoi. Voilà. D'accord. Oui, j'imagine qu'une turbine sur un ULM, sur un dirigeable, ça doit faire spécial. Ça doit être différent. Ouais. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, on en a une. Hop, est-ce que je peux la mettre en avant? Normalement, oui. Voilà, c'est Energy de Pepper. Alors, je pense qu'elle est plus pour Eddy, celle-là. J'ai entendu dire que certains arrivaient à passer leur moteur Rotax, donc qui équipe aussi beaucoup d'avions et d'ULM, à l'éthanol. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Ouais, j'en ai entendu parler. On va avoir des systèmes d'injection, des systèmes auxiliaires d'injection qui vont se mettre à la place des carburateurs classiques d'un 912 et qui vont être flex fuel, qu'on appelle ça, donc qui vont boire un petit peu tout ce qu'on leur donne. Voilà, donc ça reste
onéreux à l'installation. Et après, bon, est-ce que l'amortissement se fait sur la différence de prix du carburant? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est possible de les passer à l'éthanol. Il faut faire attention de ne pas bricoler des systèmes qu'on trouve dans l'automobile aujourd'hui pour essayer de faire des choses. Le carburant, ça reste la nourriture du moteur et le privé de nourriture, ça peut vite être compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc, possible. Alors, éthanol, turbine électrique, le monde du LM est un monde d'innovation. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais. On peut dire ça parce que on est à la fois léger et pas très rapide. Et finalement, avec une législation qui est un peu libre, ça permet d'essayer, d'essayer la turbine, ça permet d'essayer les motorisations électriques, ça permet d'essayer d'autres carburants, tout en restant dans un cadre légal. Donc, oui, je pense que c'est un terreau d'innovation. Ouais. D'accord. On parlait tout à l'heure de la facette instructrice de Laura, justement. Le partage, l'enseignement, la passerelle vers l'instruction. Comment la vocation t'est arrivée? Puis surtout, comment est-ce que tu as vécu ce passage, on va dire, du rôle de pilote, commandant de bord quand même, au rôle d'instructeur, où là, il faut vraiment guider d'une personne de A jusqu'à B, l'accomplissement final? Déjà, le parcours d'un instructeur de vol, il se fait pas aussi facilement. Faut rester quand même avec un certain nombre d'heures de vol, enfin avec une certaine aisance au niveau du pilotage et de l'accompagnement. Voilà. Et après l'accompagnement, enfin l'examen d'instructeur du ULM, dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé parce que moi j'ai fait ma formation d'instructeur ULM au sein de la base ULM de Montpellier avec André Drouot, dont bon nombre le connaissent pour sa rigueur et son accompagnement dans l'enseignement et la réussite. Donc moi globalement ça s'est bien passé. J'ai toujours voulu faire de l'instruction, mais il y a un temps pour chaque chose. Voilà, je suis maman de 2 enfants, donc il y avait des priorités, comme Eddy a pu le dire aussi. À un moment donné, il y a l'aspect financier aussi qui rentre en jeu. Voilà, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir passer cet examen et cette formation d'instructeur ULM que j'ai obtenue. Et c'est tout un plaisir pour moi d'être à la base de mon PESA et de faire grandir n'importe quel pilote ou pilote, bien sûr, parce qu'il y a aussi des femmes. Voilà. Ça fait longtemps que tu étais instructrice? Ça va faire... non, c'est tout frais, c'est du mois de juillet dernier, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Il a fallu passer le cap, mais voilà, c'est parce qu'en tant que pilote, on fait des choses machinalement et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on passe du côté instructeur, ces choses qu'on fait naturellement, il faut les expliquer, les détailler et puis trouver des méthodes d'apprentissage qui peuvent marcher avec certains élèves, mais pas marcher avec d'autres. Donc, il y a quand même beaucoup de remises en question et de pédagogie à avoir en fonction des profils des élèves. Voilà, ouais. C'est ça qui me plaît. Alors, je pense qu'il peut y avoir des questions qui te seront posées par un certain Freefly dans le chat, parce que de mémoire, il me semble qu'il voulait passer instructeur ULM. Il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, Freefly, tu as des questions, voilà, Laura, elle peut te répondre, parce qu'elle a vécu le cursus. Et c'est tout frais en plus, donc voilà. On salue notre ami Togalok qui vient d'arriver, qui a posé une question, on l'a mise de côté. On va poser ces 2 questions. On va commencer par celle de Toga et ensuite on va pouvoir bifurquer vers le magazine, parce qu'il faut aussi qu'on en parle évidemment, on est là pour ça. Toga qui pose cette question, je pense, alors ça peut peut-être vous parler à tous les deux. Bonsoir la zone, j'arrive peut-être tard, mais non, il n'y a pas d'heure pour arriver. Mais avez-vous déjà évoqué le coût d'un avion, donc d'un ULM ? Puisqu'il dit une petite piste vient de voir le jour près de chez moi et ça me gratouille. Bon, faut attendre que ça le chatouille et puis après il sera prêt. Un ULM, ça va de 5 000 € à peu près, si on veut être un peu sérieux, en paramoteur, voilà, à 450 000 € avec un avion VL3 Blackwing équipé d'une turbine, tout ce que tu veux, avec la clim et l'autoradio. Voilà à peu près la fourchette de prix. Elle est costaude. S'il y a pas un gros budget, c'est
complètement possible de voler quand même en ULM parce qu'il y a des clubs partout en France qui ont des machines qui louent. Donc ça déjà, c'est complètement possible. Et après, à l'acquisition, il y a aussi une méthode qui est la copropriété qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui, un 3 axes qui a un petit peu d'heures, qui a un petit peu d'âge, on va toucher ça à 15-20 000 euros. Et si on est 2 ou 3, voilà, avec un budget de 6-7 000 euros, on peut voler en toute sécurité, quoi. Eh bien, il y a la carriole, il dit voilà, j'ai un ULM à 3 000 euros et je traverse la France. Bravo. Donc tu vois, Et Toga, ça te Et ce donne qui un petit revient peu. aussi, il la traverse que dans un sens où il arrive à revenir. Alors ça, est-ce qu'il va répondre? Je ne sais pas, on va voir. Je pense que oui, Non, sinon il mais ne serait pas là. complètement. Ouais, exactement. Non, mais complètement. Voilà, le budget, c'est pas, faut pas que ça soit un critère, faut pas que ça soit un frein. Ça sera forcément un critère, mais il faut pas que ça soit un frein. On peut voler très très bien avec des petits budgets, quoi. Voilà, il dit je reviens. Donc il nous confirme. Merci la carriole. Voilà, on est rassuré, donc tout va bien. Et puis cette question qui va nous permettre aussi d'embrayer. Alors juste avant de parler de cette question, il y a Freefly qui dit voilà, moi il me manque pour être admis quelque part dans le stage d'instructeur, il manque 150 heures de commandant de bord. Ça paraît beaucoup. Est-ce que vous avez, je sais pas, un petit conseil à lui donner pour qu'il arrive à monter ses 150 heures rapidement, le moins cher possible, etc. Il faut voler, malheureusement, quand même. Il faut voler. C'est expérience, il faut voler, il faut boucler des heures de vol, mais les beaux jours arrivent et c'est comme ça que tu vas engranger des heures de vol et le plaisir de voler. Après, il faut que ça reste une passion de pouvoir monter dans un ULM et pas une contrainte de voler pour voler, quoi. Voilà. D'accord. Eddy, un petit conseil? Ouais, il y a beaucoup d'ULM en France où les mecs volent tout seuls dedans. C'est le petit tour du dimanche matin, c'est le petit tour en fin de journée et finalement il y a souvent une place de libre à côté et de se renseigner dans les clubs ULM, de créer du lien avec les gens, ça permet aussi de voler à pas trop cher. On partage les frais, on va faire un vol et on peut augmenter le compteur comme ça. À faire attention, il y a aussi une autre façon qui est bien moins responsable. Tout le système de l'ULM, c'est déclaratif. Donc, il est complètement possible de noter que tu as 150 heures de vol de plus et d'aller te présenter comme instructeur. Je pense qu'il faut s'en parler, il ne faut pas être langue de bois. Le problème, c'est que ces 150 heures-là sont quand même pas mal utiles et que ça va vite se voir si tu n'as pas le niveau. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Alors, il précise, hein, il a 940 heures de commandant de bord avion. Ah ouais, ça devrait aller rapidement. Alors, ouais. Bon, on n'a rien dit, Free Flight, tu fais ce que tu veux, on n'a rien dit, hein, on va pas non plus... Eddy n'a rien dit, voilà, il était dans Exactement. un moment, là, une envolée lyrique, bon, ok. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut se parler de tout, c'est super important. Voilà. On pose c'est Nico de Toulouse qui pose cette question qui concerne le magazine, et je pense qu'on va aussi aborder cette question pour expliquer comment vous en êtes arrivé au magazine de la Gazette de l'ULM, et c'est vrai. Pourquoi avoir lancé la Gazette quand tous les journaux aujourd'hui, les journaux papier, galèrent? C'est vrai. Chez nous, ils meurent même, ouais. C'est l'utopie qui nous fait avancer avant tout. C'est Vol Moteur, c'était le magazine un petit peu référence dans l'ULM. C'est arrêté en 2022. Ils étaient ouverts depuis 86, je crois, depuis 1986. Donc, tu vois, ils ont fait plein de choses. Et puis, il y a eu le MAG, il y a eu le MIST. Enfin, voilà, il y a des gars qui ont essayé de faire du papier. Ça n'a jamais trop marché. Et du coup, on s'est dit, on n'a aucune chance, faut qu'on y aille, quoi. Voilà, c'est vraiment le plaisir du papier, le plaisir d'avoir un magazine qui nous a guidés. Donc, on a commencé en PDF. On était 100% gratuit. On s'est réunis à une bande de copains et on a pris l'écriture. Et puis, ça a marché. Il y a eu de l'engouement. Donc, on s'est chauffé. Puis, on a décidé d'en faire un truc et d'essayer. Mais effectivement, c'est dur. On est dans une niche qui est l'aéronautique. On est dans la niche de la niche parce qu'on est spécialisé dans l'ULM. Et en plus de ça, on essaye un support qui est effectivement un petit peu d'hier. Donc, c'est pas tous les jours facile, mais c'est quand même un plaisir. Et puis, la Gazette, c'est avant tout militant, quoi, pour préserver l'ULM. On a besoin de médias, on a besoin de vecteurs. Et c'est comme la zone aéro, hein, finalement. Tu sais, il y a besoin d'en parler et tous les vecteurs sont bons. D'accord.
Bah, merci pour l'analogie, c'est vrai que ça fait plaisir. Je pense que dans le chat, ça y est, on a posté en tout cas la modération. Est-ce que la modération peut épingler le lien, s'il vous plaît? Comme ça, au moins, ça restera pendant le haut du chat, là, pendant l'échange de la Gazette de l'ULM. Donc déjà, on a compris pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous êtes passé donc du format numérique au format papier pour des raisons de, comment dire, de confort, de toucher, de toutes ces sensations-là. Et pour les contenus, comment est-ce que ça se passe? Vas-y Laura, si tu veux, c'est comme tu veux. Hein. on fait une réunion à peu près tous les mois où on va décortiquer un petit peu l'actualité, ce qui se passe et puis de ce qu'on a envie de parler aussi. Et puis on va se répartir les rôles. Alors ça reste à petit budget, donc on peut pas avoir des grandes expéditions pour aller faire des sujets, mais on est quand même pas mal éclaté sur la France, et du coup ça nous permet d'aller à la rencontre des gens qui font l'ULM aujourd'hui en France et de réaliser des reportages ou des portraits là-dessus. On arrive à se déplacer pour avoir du lien un peu fédéral aussi, ce qui va nous permettre de rester dans l'actu de ce côté-là en termes de législatif, sécurité, enfin tout ce qui est fédération. Et puis on a aussi pas mal de gens qui nous écrivent spontanément. On a décidé que la Gazette, ça parlerait pas que du LM, en tout cas pas que de la machine, mais du pilote, des aventures qui sont faites. On veut absolument pousser les gens à sortir du tour de piste. Et du coup, bah voilà, les gens nous écrivent spontanément pour nous raconter leur périple au Cap Nord, en Afrique, dans l'Europe de l'Est, comment on a traversé l'Atlantique avec un autogire. Enfin, voilà, c'est des choses. Il y a des mecs qui font des trucs incroyables, et la Gazette de l'ULM, c'est aussi là pour mettre en lumière ces gars-là, quoi. Un relais, finalement. Exactement, ouais. Communautaire, quoi. Alors, vous, dans le projet, vous faites quoi exactement tous les deux? Puisqu'on a parlé de vos occupations traditionnelles, mais dans le magazine, l'idée, elle vient de vous. C'est vous vous êtes regroupés, vous avez échangé. Il y a quelqu'un qui a dit il faudrait qu'on fasse ça. Et puis après, qui s'occupe de quoi? Exactement. Ça a commencé avec un Yaka Faucon sur Facebook. Alors, d'une personne qui est pas là ce soir, c'est Christophe Guyon qu'il s'appelle. Il a posté un jour sur Facebook, il y a plus de magazine, il faut qu'on recommence. Qui est chaud pour y aller? Et du coup, on s'est retrouvé à 40. À se dire, on va remonter un magazine. Donc Christophe Guyon, c'est une personne extraordinaire qui fait des films qui sont excellents. Il a une chaîne YouTube, ça s'appelle L'Appel du Rotax. Je vais essayer d'arroser et de faire la pub de tout le monde, j'en profite. Ça s'appelle L'Appel du Rotax, il faut absolument aller voir les films qu'il fait. Il est caméraman, chef opérateur, qu'on appelle ça, professionnel, et il a vraiment beaucoup de talent, et ça met notre activité en lumière, et c'est très bien. Donc c'est lui qui a l'initiative du projet de la Gazette, les deux premières minutes, et puis après on s'est retrouvé à 40 et on a décidé de s'organiser comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, c'est bien, le lien il est passé là, l'appel du Rotax, vous avez le lien dans le chat, vous cliquez dessus, mettez l'autre côté, allez pas voir tout de suite, hein, on attend la fin du live, et puis après évidemment. Exactement, ouais. Voilà, ok. Et après, donc vous avez des fonctions particulières, vous chapeautez tout le monde, vous distribuez, vous managez, vous faites quoi? Ouais, moi je suis le patron. Du coup, la Gazette, depuis le mois de juin dernier, est passée au format du coup papier et sur abonnement payant. Donc, il a fallu trouver une structure, comment réguler ça. Et du coup, j'ai décidé de le porter en propre avec ma société. Voilà. Donc, je suis directeur de publication pour la Gazette de l'ULM, et du coup, moi, je fais beaucoup toutes les démarches, tout le pas drôle, tu vois, l'administratif, la gestion des abonnements, toutes les réclamations, tout cet aspect-là. Et puis j'ai une chronique régulière qu'on appelle Cambouis vulgaire, donc qui est de la mécanique vulgarisée, pour essayer que les gars se débrouillent un petit peu par eux-mêmes aussi pour l'entretien de leur machine. Et puis j'ai la plume un peu acide, donc j'aime bien m'occuper des sujets qui piquent aussi. Voilà. Ça se sent pas, tu vois. Rien dans nos échanges, ça se sent pas. Ok, donc déjà, on voit un petit peu. Et toi, Laura? Alors moi, je suis plutôt dans mon domaine de l'instruction qui me plaît bien, et dans le partage, je suis plutôt dans tout ce qui est sécurité, facteur humain, voilà, dans les rencontres avec les portraits que je peux écrire pour bon nombre, dans les bases ULM
donner envie à d'autres pilotes de pouvoir y aller. Donc voilà, moi, c'est plutôt la rubrique sécurité, partage, instruction, voilà. D'accord. Ce qu'on va faire, toc, je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, comme ça on vous retrouve. Et puis on va voir un petit peu la mise en page. Comment vous travaillez cette mise en page? Vous la faites collectivement? C'est quelqu'un qui le fait? Vous avez des employés? C'est quelqu'un qui le fait. Alors non, on n'a pas d'employés, hein. C'est que du don d'auteur et du don de compétences. Donc non, il n'y a pas d'employés. C'est pas un statut bénévole non plus. On essaye de rester dans le cadre, mais voilà. Et du coup, la mise en page. Dès la couverture, si tu peux revenir sur la couverture, on a pris le parti pris de jamais mettre du LM en couverture du magazine pour absolument centrer nos débats sur les pilotes et ce qu'on fait des ULM, quoi. Voilà. Et après on a plusieurs rubriques récurrentes. Donc la plus belle base de France, on essaye de faire le tour des bases ULM. Généralement, les gens sont pas avares pour parler de leur base. Ton club ULM, ta base, c'est comme ta machine, c'est forcément la meilleure du monde. Donc c'est très très drôle, c'est très drôle à lire et les arguments sont parfois rigolos. Un petit peu chauvin. Ouais, mais c'est très bien. C'est formidable. C'est du chauvinisme bienveillant et c'est excellent. On a les essais machines également. Donc ça, c'est un gros boulot. Ça, on se retrouve à 4 à faire ça. On a une partie qui est en vidéo. Donc on filme l'essai en vol, au sol, on essaye de le regarder sous toutes les coutures et du coup j'ai un pilote d'essai avec moi qui était instructeur, il est aujourd'hui à la retraite, mais qui était instructeur à Montaigu. Il a un peu plus de 6000 heures de vol, donc voilà, il aime bien ça et du coup on se fait ces vidéos-là pour faire des essais machines. Il y en a un qui sort tous les mois, quoi. Voilà. La rubrique de Cambouis, et puis là on a quoi qui est on a la grande course, donc voilà, ça c'est des événements qu'on suit, comme je disais tout à l'heure, entre l'Ultimate Air Challenge et la grande course. C'est des événements qui nous tiennent à cœur et qu'on suit tout au long de l'année, quoi, pour essayer de leur faire de la publicité, quoi. Ouais. Donc on voit sur la couverture, donc vous avez fait le choix éditorial de mettre des hommes sur la couverture plutôt que des machines, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Pour rappeler que l'ULM, il y a la machine, mais il y a surtout le gars qui est derrière et que c'est un vecteur de plaisir et d'aventure avant tout, quoi. Ouais. Alors, tant qu'on voit le magazine là, parce que ça peut peut-être donner envie aussi aux gens de retrouver, on a vu le bulletin d'abonnement. Les gens qui sont intéressés, où est-ce qu'ils trouvent toutes les infos pour s'abonner? Combien ça coûte? C'est distribué? Quand est-ce que ça arrive dans les boîtes aux lettres, etc.? Exactement. Alors, on n'est pas en kiosque, d'accord. On n'imprime pas à outrance pour tout jeter. C'est aussi ce qui a été un petit peu la perte pour certains. Donc, on fonctionne qu'à l'abonnement. Donc, si tu nous rejoins, c'est pour 12 numéros. Ça coûte 83 €. L'abonnement, on peut le prendre sur le site de l'atelier de l'ULM, donc sur le site internet de mon entreprise, et où on passe via le site de la Gazette, mais ça redistribue sur le site de l'atelier pour la partie abonnement. Et donc, on part pour 12 numéros. C'est un numéro par mois, quoi. Ok. Ça représente à peu près combien? Alors, je ne sais pas si c'est un secret industriel ou pas. Combien de publications vous faites pour combien d'abonnés environ aujourd'hui? Et si vous avez des objectifs à atteindre, vous verriez combien dans un idéal? Ouais, on frôle les 1000 abonnés à l'heure actuelle. Donc ça a commencé au mois de juin dernier. Avant ça, on était tout gratuit, 100% numérique. On distribuait environ 5000 pour 5000 abonnés. Et du coup, quand on est passé au format payant, faut quand même lâcher 83 €. Et donc on savait qu'on allait mettre des freins et que on allait repartir, on allait descendre de 4 étages et tout devoir recommencer. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est presque 1000 abonnés et ça avance plutôt bien et l'idée c'est de monter. Je sais pas comment on réfléchit aujourd'hui à aller chercher le public de l'extérieur. Je pense que quand on parle d'avion, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle d'hélicoptère, c'est pareil. L'ULM, c'est encore très caché et on a vraiment besoin d'aller chercher le public à l'extérieur aussi. Donc on réfléchit à tout ça. Je sais pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'idéal. Si jamais on pouvait réussir à faire perdurer l'aventure, ça serait magnifique. Voilà, quoi. Donc on va se dire 50 000 en fin 2026. Voilà, on va prendre des objectifs ambitieux. D'accord. En tout cas, moi, je vous félicite parce que c'est vrai que le contenu et parole d'infographiste, c'est quand même chouette ce que vous proposez. Il y a du travail derrière, il y a de la mise en page. Vous avez dynamisé aussi, hein, ne serait-ce que par la couverture, le logo, les couleurs. Comment vous avez brainstormé un petit peu tout ça? Parce que finalement,
en présentation, vous n'avez rien envie à des grands magazines nationaux. Ouais, c'est vrai. Et on bricole tout. On travaille beaucoup à l'instinct, quel que soit le membre de l'équipe. Donc le montage se fait toujours par la même personne. Du coup, c'est d'une efficacité redoutable. Et après, dans les textes qui sont écrits, c'est pareil. On essaye de garder une ligne où on va apporter du franc-parler, où on va essayer d'expliquer les choses simplement. Et on a même un peu de satire. On a une rubrique qui s'appelle le bazar de la Gazette, qui fait 5-6 pages en fin de magazine. Ce sont des pages noires et on raconte que des bêtises à ce moment-là. Et on aime bien, chatouiller un peu tout ça. Donc voilà. Justement, il y a Matt37 Petit qui dit le bazar de la Gazette, excellent pour le dessert. Ouais, c'est ça. Donc, on essaye de faire des fausses pubs, on est très créatif. Voilà, donc on a des fausses publicités et on raconte des folles histoires et c'est souvent faux, mais des fois on cache des petites pépites à l'intérieur. Ouais, voilà. je vois tout à fait. D'accord. Laura, moi qui suis aussi un fan de facteurs humains, on en a parlé un petit peu la semaine dernière dans le sujet dernier là. Quels sont les types de sujets de facteurs humains que tu peux traiter dans le magazine? Ça représente combien de pages? Parce que des fois, on se dit, c'est tellement riche ce qu'on a à partager. Est-ce que ça va suffire? Et surtout, est-ce qu'on ne va pas être trop pointu? Non, parce que, alors, pour ma part, j'essaye de rester quand même assez compréhensive dans les sujets abordés. Et le but, c'est pas que ça prenne tout le magazine, hein. C'est des petits sujets, voilà, sur les réflexes du pilote, sur la préparation du vol, sur plein de petites items simples, faciles à écrire, faciles à comprendre pour bon nombre de pilotes. Donc ça reste très simple, hein. Je rentre pas dans les détails, c'est pas le but non plus, mais c'est que ça soit clair et lisible pour tout le monde. Voilà. Et quels sont les 2-3 petits dossiers que tu as pu traiter dans les derniers numéros? Là, dans les prochaines, il y a faire sa checklist dans l'ULM. Donc, il y en a qui volent sans checklist, il y en a qui volent avec une checklist. Donc, voilà, pour ou contre. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'on a abordé, Eddy, récemment? Qu'est-ce qu'on a mis dans la dernière Gazette? Ouais, je sais pas, moi je la lis pas. Ouais, c'est vrai. Des fois, on fait les choses, on ne regarde pas. Non, il y a tellement de sujets que j'aborde dans la Gazette que voilà, c'est principalement la sécurité, l'âge aussi. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour voler? Des âges limites? Oui, non. 120 ans? Non. 120 ans, ça passe? Oui. Il y en a qui continuent à voler en étant juste passagers et qui ont pris conscience qu'ils pouvaient continuer à voler en étant simplement passagers et pilotes. C'est tout à fait des bonnes actions. Ok. Comment vous faites? Alors, vous avez dit tous les mois, vous vous retrouvez. Comment est-ce que ça se passe une réunion de rédaction? Qui vient avec ses idées? Ouais, vous vous marrez parce que je vois tout à fait ce que vous allez dire. Ouais. Je le sens arriver. Comment est-ce que ça se passe? Déjà, quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et surtout, plus sérieusement, comment est-ce que vous organisez? Est-ce que chacun a, on va dire, l'obligation, entre guillemets, de venir avec un sujet qu'il aura préparé? Ou est-ce que chacun vote pour quelque chose? Non, il n'y a même pas de vote possible. La Gazette de l'ULM tient avec ses bénévoles dans le cadre du droit d'auteur. Du coup, je n'ai pas le droit d'imposer aux gens quoi que ce soit. D'accord. Donc les gens, ils viennent avec des sujets qu'ils ont envie de traiter, ils les traitent de la façon qu'ils veulent, et finalement ça crée une diversité qui est plutôt sympa. Voilà. Donc en fait, on se retrouve avec plein d'articles, et ce qu'on peut faire, c'est réduire un peu ou dire ça serait peut-être bien de creuser un peu plus ce truc-là ou ce truc-là, et puis après de faire une sélection dans ce panel-là pour monter le magazine, quoi. Mais on a rien d'imposé, voilà. Donc le bazar, tout le monde va y participer un petit peu. Les rubriques, comme Cambouis, ça c'est moi, donc voilà. Les essais machines, c'est pareil, mais après les gens viennent avec leur sujet. On est une équipe de 6 personnes
régulière sur le magazine. Voilà, donc il y a Stéphane, il y a Claude, il y a Julien, Christophe et puis Ludo, notre pilote d'essai, et Laura. Et du coup voilà, c'est les réguliers, c'est le noyau dur de la Gazette, et tout le monde vient avec ses idées. Mais généralement, ça se passe bien. On crie jamais. Et vous avez suffisamment de matière ou chaque mois vous dites bon allez qu'est-ce qu'on va faire, ou au contraire vous capitalisez en disant bah tiens là on a déjà 2 mois, 3 mois d'avance sur les sujets, on sait comment ça va venir. Non, c'est dur de capitaliser, ça va vite. Un mensuel, ça va très 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 vite, et du coup c'est pas facile de capitaliser. Donc on va plutôt accrocher des idées en se disant on va traiter ça. Enfin voilà, donc des idées on peut en avoir pas mal. De là d'avoir la construction d'un article complète, on a jamais beaucoup d'avance, quoi. Voilà. Puis on est des sales gosses, hein. Quand il y en a d'avance, on arrête de travailler, quoi. Ouais, je comprends. Après c'est vrai quand c'est pas notre métier non plus à 100%. On essaie d'avoir un peu d'avance et d'automatiser, ce qui est logique. Hein. Exactement. Le chat, hein, si vous avez des questions, allez-y, il faut les poser parce que ça défile. Regardez, il est déjà 20h40 et j'ai l'impression que j'ai posé des questions tout seul. Donc allez-y, hein, posez vos questions. L'antenne, elle vous est ouverte, il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais revenir aussi sur le côté un petit peu économique parce que là, vous vivez que quelque part de la partie abonnement. Est-ce que vous allez inclure des annonceurs, des pubs, ce genre de choses-là, peut-être pour un peu plus développer, sans pour autant tomber, comme dans certains magazines, dans l'effet inverse, où on se retrouve avec les 2 tiers de pub et 1 tiers de contenu? Ouais, alors aujourd'hui, c'est compliqué de se retrouver avec 2 tiers de pub. Les annonceurs, c'est assez fragile. C'est notre défi pour 2026, de se dire on doit trouver des annonceurs parce que faut que ça soit un média qui parle d'ULM pour faire découvrir l'activité, mais il faut aussi que ça soit un support de communication pour tous les professionnels de l'ULM. Je pense que c'est super important. Donc j'en ai quelques-uns là, ça arrive depuis le mois de janvier. J'ai quelques annonceurs qui viennent. 5 pour être complètement transparent avec toi. Donc ça avance, ça va dans le bon sens et je pense que ça peut monter. Il faut faire attention avec les annonces. C'est aussi ce qui a fait péricliter les concurrents parce que finalement de créer une économie sur les annonceurs quand c'est terminé, c'est compliqué. Donc voilà, on y va vraiment avec prudence, marche par marche et puis on essaye d'équilibrer l'économie sur les abonnements et du coup les annonceurs ça met un peu de beurre dans les épinards, mais voilà, faut faire attention, quoi. Ouais, ça a été reproché à un certain nombre de magazines où les gens disaient finalement on paye pour avoir des pubs, ce qui était des fois un peu légitime, hein. Ouais, complètement. Pas se cacher, et on est un peu clivant, on peut être un peu pinçant des fois et du coup si on tape un peu sur la tête d'un ULM par exemple et qu'on a la pub en face, on fait attention aussi, voilà. Donc non, on essaye de. Il y a des gens qui nous suivent qui sont convaincus surtout par le projet, voilà. Ouais. Au niveau Fédé, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai qu'une Fédé, des fois, vous prenez l'avion, la Fédé, elle a son magazine, il y a un faux pilote, il y a là. Pour vous, comment est-ce que ça s'est passé? Comment la Gazette a été perçue? Il y a eu plusieurs temps, c'est une longue histoire. Ça a commencé. On a commencé la Gazette pendant leur première mandature à la nouvelle équipe fédérale et du coup on est arrivé avec les griffes un peu acérées, donc on a été accueillis en demi-teinte. Voilà, ça a commencé comme ça et puis après on a commencé à s'intéresser à ce que faisait la Fédé d'un point de vue législatif parce que l'activité de l'ULM aujourd'hui elle est très très riche. On a pris des arrêtés un petit peu dans le nez qui sont un peu complexes et on voit que pour l'ULM de loisirs ça va encore, mais pour tous ceux qui font leur métier, les règles commencent un petit peu à se durcir, en tout cas à se cadrer. Et du coup, nous, ça nous a permis d'échanger beaucoup avec la Fédé là-dessus. Donc, on a aujourd'hui des relations courtoises. D'accord. Voilà. Okay. C'est voilà. Donc, il y a des fois c'est bien, puis il y a des fois on gratte. Voilà. Ouais. Justement, c'est une question aussi que je voulais vous poser. Toi, Eddy, en tant que directeur, et Laura, peut-être sur la sécurité des vols, comment vous le percevez? Parce que c'est vrai que le sujet, effectivement, Free Flight le dit, la nouvelle réglementation fait grincer des dents.
Parce que d'un côté, il peut y avoir des pilotes professionnels avions qui vont dire bah oui, mais moi j'ai passé un CPL, je paye des taxes pour pouvoir faire voler des gens, etc. Et de l'autre côté, il y a un pilote d'ULM qui peut s'installer lui tout seul en micro-entreprise et puis proposer la même chose. Comment est-ce que vous le vivez des deux côtés en tant que rédacteur et peut-être en tant que pilote ou en connaissant des gens qui sont dans ce cas-là? Ouais, c'est un sujet qui est complexe et c'est vrai qu'à force d'avoir des ULM performants qui ressemblent quand même de plus en plus à des avions, on se retrouve avec des absurdités un peu réglementaires avec les gars qui pourraient faire la même chose avec un ULM et un avion, enfin voilà, sur le même terrain et pas du tout avoir le même cadre réglementaire. C'est vrai que c'est possible. Maintenant, l'ULM, ça a deux gros piliers, c'est la responsabilité individuelle et le système déclaratif. Et ça, c'est des choses qui sont ultra importantes et c'est ce qui nous permet de voler. Et du coup, si on veut garder cette liberté-là, elle passe forcément par la responsabilité. Mais la responsabilité, c'est un état d'esprit, c'est pas un cadre législatif, tu vois. Et donc moi, je suis un peu sur les freins avec ce genre d'arrêté parce que je me dis, plus on met de règles en place, plus on enlève de responsabilité aux pilotes et finalement, à la fin de la fin, ça ramène pas forcément les résultats escomptés. Voilà. Ok. Et toi, Laura, ton point de vue sur... C'est exactement la même chose. Pareil. Parce qu'on travaille, avec Lydie, on y travaille pas mal sur le sujet. Récemment, ils sont allés au siège de la FF Plume pour justement travailler sur ce sujet-là. Donc, c'est encore en cours, de toute façon, cette réglementation. Rien n'est encore vraiment acté. Mais il ne faut pas perdre dans l'idée que l'ULM, ça reste un loisir, ça reste une passion. Et voilà, il faut pas. C'est vraiment de l'ULM pur et c'est le plaisir de voler, la légèreté, la liberté. Et voilà. Est-ce qu'il y a des contraintes Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant de contraintes? Je ne suis pas sûre. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. Après, tous les points de vue s'entendent. On est là justement pour en parler. Après, il faut attendre la fin des réglementations qui vont nous être imposées ou pas. Il y a peut-être encore possibilité de pouvoir revoir certains items et certains sujets. Moi, je crois sincèrement que l'ULM, c'est la première des libertés et qu'on doit la préserver au maximum. Voilà. Et puis comment ça va être traité aussi au niveau européen? Parce que c'est vrai qu'aussi tout passe par l'Europe aujourd'hui. Ouais. Et il faut dire qu'il y a certains pays qui sont encore hostiles aux ULM. Oui, complètement. Certains pays sont hostiles aux ULM, d'autres beaucoup moins. Il est vrai qu'en France, on a quand même un statut qui est assez unique en Europe. Donc non, c'est sûr que l'Europe joue beaucoup là-dessus, mais bon, c'est important que tout le monde comprenne cette philosophie. Et je pense quand même, que la réglementation et les lois, le suivi, la sécurité, tout ça, c'est une culture qui est beaucoup, qui est contemporaine, quoi. On a besoin de ça aujourd'hui pour avancer parce que le jeu des assurances, les responsabilités, enfin voilà, tout ça nous emmène dans ce chemin-là. Mais faut faire attention à tout ça, voilà. Faut faire confiance aux gens, la responsabilité individuelle, c'est quelque chose de très important et la liberté ne passe que par là. On a un petit peu enterré l'aviation à cause des règles et du coup, il faudrait faire attention de ne pas reproduire l'histoire. Je pense qu'une aviation populaire et accessible, c'est très important. Les futurs pilotes de ligne peuvent avoir le cul dans un ULM à 15 ans. Ouais. Il y a un débat assez intéressant qui s'est ouvert dans le chat avec 0K, Stoll Collectif, sur le médical. Puisqu'en Belgique, ils ont changé le système médical pour s'aligner sur le système français. Alors les avis sont partagés. Mais en effet, l'idée c'est de se dire comment on peut faire pour pas que ce soit trop contraignant, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Garder de la simplicité dans les choses. Aujourd'hui, si on prend les stats brutes, il n'y a pas une grosse différence entre le certifié et le non certifié en termes d'accidentologie, par exemple, ou dans ce genre de choses. Donc finalement, quand on veut faire les choses simplement et de façon pragmatique, ça permet quand même de faire voler les gens et je pense que c'est le but principal de l'aviation, quoi. Ok. Et Laura, en termes de formation, est-ce que tu penses qu'il y a aussi, je ne sais pas, peut-être plus de prise de conscience qu'on peut faire auprès de certaines catégories? Parce que dans votre domaine, vous avez tout un tas de catégories qui sont bien différentes de ce que nous, on a en aviation.
comment est-ce qu'on peut parler la même langue sécuritaire d'une catégorie à l'autre alors qu'on ne rencontre pas du tout les mêmes limitations? Ben justement, c'est bien ça qui m'effraie un peu, c'est que quand même dans l'ULM, il y a pas mal de choses qu'on fait. Quand je parle des pannes moteurs, dans l'aviation générale, ça se fait pas. Et nous, on le travaille beaucoup. On travaille beaucoup la maniabilité, beaucoup de se poser sur des terrains en herbe, des pistes courtes. Et malheureusement, j'ai absolument rien contre les pilotes avions. Hein, oulala, dites-vous bien, mais c'est juste que piloter, c'est rare qu'on voit des avions se poser sur une piste courte en herbe ou faire des simulations de panne moteur ou moteur coupé. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ne se pratiquent pas dans l'aviation générale, qui se pratiquent dans l'ULM et qui fait partie de notre sécurité. Et voilà, est-ce que ça sera respecté, ça pourra continuer à être respecté? C'est ce qui devrait se faire en fait. Voilà, c'est ma façon d'enseigner et c'est ma façon de faire de la pédagogie, c'est de pouvoir se poser n'importe où, en toute sécurité, peu importe la panne qui puisse nous arriver. Voilà. Ok. C'est le vol, voilà, le volet en ULM, c'est ça, c'est la liberté de pouvoir se poser n'importe où. Voilà. Ok. Merci pour vos différents points de vue. Je voudrais aussi aborder une chose. Je vais faire référence à une émission qui date maintenant peut-être il y a 2 ans, 2 ou 3 ans peut-être même. On avait reçu Alain Réveillon, que vous connaissez peut-être, voilà, avec Philippe qui encadrait une jeune pilote qui était en déficience visuelle. Et on avait parlé justement de cette excellente initiative du handivol, quelque chose qu'on n'a pas forcément aussi développé, je trouve, en termes d'aviation. Il y a des associations qui font voler des personnes en situation de handicap, mais pas à ce point-là, avec cet accompagnement particulier. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez ou que vous avez mis en avant dans la Gazette et que vous allez traiter, parce que c'est quand même une particularité de la FF Plume et du monde de l'ULM? Ouais, nous, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut traiter dans le bazar de la Gazette, tu vois. Non, je rigole, c'est une blague. Effectivement, là, c'est ça. Alors, si tu veux une bonne entente avec la FF Plume, je pense que ça, c'est des sujets qui sont très fédéraux et qui doivent être portés de façon commune avec tous les clubs. Je pense que c'est super important que l'aéronautique soit accessible à tous, mais là, on touche du sujet qui est finalement presque politique. Donc nous, on va pouvoir mettre en lumière une initiative. Enfin voilà, un gars veut nous expliquer qu'ils se sont mis à 3 potes, ils ont créé un ULM capable de faire de l'handivol et c'est une histoire magnifique. Ça m'intéresse, ça c'est ma cam, quoi. Après, pour tout ce qui est réglementation, pour tout ce qui est action commune autour du handivol, effectivement, ça sera plus géré d'un côté fédéral, quoi. Ok. En tout cas, je pense que c'était quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, je pense que peut-être que la modération peut récupérer le lien. On avait fait une émission là-dessus, c'était assez intéressant, puisqu'on parlait justement aussi de l'instruction à une pilote en situation de handicap et finalement, on n'a pas les mêmes attentes pédagogiques au même moment. C'était assez intéressant. Petite question, allez, petite indiscrétion. Le prochain numéro, c'est quand? Il y a quoi dedans? On peut le dire ou pas? Le prochain numéro, il arrive après-demain dans la boîte aux lettres, des pilotes, des abonnés. Donc voilà. Donc on a du récit de voyage, du portrait, donc notamment d'un pilote qui est un client à moi et qui a traversé l'Europe dans tous les sens, qui s'appelle Henri Delavenne, un parcours extraordinaire. On a l'essai d'un autogire, l'autogire de chez DTA qui est plus vendu actuellement, mais on aime bien faire des essais machines sur des machines d'aujourd'hui, puis aussi d'hier, pour parler un peu patrimoine. Donc ça, on a cet essai-là. On va parler mécanique. On finit un gros chapitre sur l'allumage. Voilà comment ça se passe, l'allumage sur un moteur à 4 temps. Et puis sur la plus belle base, je sais plus. Ah, c'est Laura. C'est Laura. Elle va venir à l'aide. La plus belle base, c'est ULM Pulsion. Voilà, c'est ça, très bien.
Ok. Voilà un petit peu le spectre de ce qu'on peut retrouver dans la Gazette. C'est 48 pages et on va traiter 14 sujets à peu près sur ces 48 pages. Donc c'est assez dense. Ouais. Mhm. Ok. La vidéo de l'essai du DTA est également sortie sur YouTube, nous dit Free Flight. Ouais, hier soir ou ce matin, ouais, c'est ça. Il est au courant, Free Flight, il est au taquet. Voilà. Et puis oui, vous avez les teasers, les rediffs, donc vous pouvez retrouver l'émission dedans. Voilà. Ce matin, il nous dit Free Flight. Ouais, la c'est vidéo ça. est sortie ce matin. Voilà. Allez voir justement les vidéos consacrées à l'UM et aussi, d'ailleurs, ça me rappelle celle de Fabrice avec Quentin qui était venu nous voir sur la partie paramoteur, parce qu'on en avait parlé justement du paramoteur. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, parce que là, ça y est, on arrive, c'est 55. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission. C'est donc la foire aux questions remises de gaz. Et j'ai encore une question pour vous jusqu'après. Et encore une fois, vos questions dans le chat ou vos remarques, allez-y, c'est maintenant. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La zone aéro de ce soir avec Laura Eddy, la gazette de l'ULM qui arrive dans les boîtes aux lettres demain. Donc si vous voulez vous abonner, retrouver le magazine, vous avez le lien dans le chat. Ou sinon, on rappelle le lien, Eddy, vocal, comme ça on l'entend dans le podcast aussi. Ouais, c'est ça. Donc le site, c'est atelierulm.com. Dans la boutique, vous allez retrouver les abonnements ou sur le site de lagazettedelulm.fr où vous allez voir un peu tout le contenu qu'on a dans le magazine, plus le lien pour aller vous abonner. Bah voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver justement on va dire les futurs magazines, hein, quelque part. Les abonnements, c'est sur 12 mois Ouais. où, voilà, donc on s'abonne et on en reçoit 12, quoi. Oui, exactement. Suivant la période où on va s'abonner, globalement, si on s'abonne entre le 1er et le 15, on va recevoir le magazine du mois qui arrive. Et si on s'abonne après le 15, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Si le fichier est parti déjà au routage, on va sauter un mois. Mais de toute façon, l'abonnement est glissant sur 12 numéros, quoi. Et comment vous faites justement pour la distribution? C'est vous passez par une société tierce qui se charge de tout ça? Ou vous faites tout, c'est-à-dire vous recevez et c'est vous qui expédiez? Non, on a un imprimeur, routeur et puis un contrat-poste spécifique pour la presse. Enfin voilà, non, c'est à peu près cadré de ce côté-là. C'est notre côté le plus professionnel, ça. D'accord. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'ai vu quelques petites réactions. Je suis en train de remonter un petit peu dans le chat. Ouais, The Stall Collective qui dit quel plaisir de se poser partout avec accord du propriétaire en ULM en France. Mais attention à ne pas faire de commune de montagne. Ça, on n'a pas interdit? Ouais, je ne sais pas s'il fait référence à la loi montagne, c'est un gros sujet en ce moment. Ouais, donc, ouais. Mais ça concerne aussi l'avion, l'hélico et puis l'ULM. On est tous dans le même bateau là. Voilà, c'est un combat très très actuel. Ok. Écoutez les amis, 56. Je vous propose, juste avant de tourner la dernière page, et de vous laisser le mot de la fin, pour parler de la Gazette ou d'autres choses, de retrouver rapidement le sommaire qu'on vous a prévu. Seb, quand est-ce que tu passes le FI ULM? Il faudrait déjà que je devienne pilote ULM. Je l'ai en tête depuis X temps, j'ai pas eu le temps. Je vous cache pas que j'ai pas eu le temps. Et là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai fait 8h, 19h30. Donc, ça vous donne l'idée, il faudrait que j'ai le temps. Donc, on retrouve nos amis tout de suite. Je vais juste basculer ici sur... Voilà le programme à venir de la zone aéro. Ça commence demain pour celles et ceux qui se sont inscrits à la Ground School. 20h30, vous retrouverez donc Cynthia en direct qui dispensera le premier module du théorique. Alors, petit rappel, les gens qui se sont inscrits à la Ground School, qui sont validés, c'est eux qui pourront intervenir pendant le live, poser des questions, interagir en direct avec les instructeurs. Par contre, les viewers, vous pourrez quand même suivre le live, mais il n'y aura pas de questions qui sont prises dans le chat puisque le focus il va être fait sur les stagiaires qui sont là dans la séance. Donc, le premier cours, c'est demain. N'hésitez pas à venir voir, on va parler un petit peu de réglementation, etc. Et vous retrouverez Cynthia à 20h30 dans la zone aéro. Elle va
mener ça d'une main de maître. Voilà, ensuite on se donne rendez-vous donc pour la première émission du mois de février. Vous faites partie peut-être des gens qui ont des fois des difficultés à parler à la radio. C'est possible, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'il y a du monde. On n'ose pas parler, on n'ose pas prendre la fréquence et des fois on se dit, est-ce que notre message il va porter ? Et c'est vrai que la manière dont on parle, des fois, modifie la manière dont on le reçoit et donc les autorisations, des fois, que le contrôle peut donner. Eh bien, on va en parler le 6 février prochain. Ça sera 19h30 au studio originel. Nous aurons le plaisir de recevoir Lorenzo Pancino. Il est mentor, coach, voix off. C'est un spécialiste de la voix. Il a fait énormément de radio. Et on va faire avec vous, tous, pour celles et ceux qui veulent partager l'expérience, des ateliers pour affirmer sa voix pour les messages radio. Donc, vous allez voir, ça a profité à tout le monde. Si vous avez toujours ce petit recul au moment où vous appuyez sur le bouton de prise de parole, venez le 6, cette émission elle est faite pour vous. Et au-delà du sujet, je pense qu'on va bien rigoler. Donc rendez-vous, c'est 19h30 vendredi prochain, le 6 février, en direct dans la zone aéro. On continue avec la rencontre d'une pilote. Ça sera le 11 février, 20h30. C'est Rosalie Huck, qui a une carrière un petit peu particulière. C'est une ancienne ambulancière qui s'est reconvertie aujourd'hui dans l'aviation d'affaires. Elle est copilote sur Embraer Phenom 300 dans l'aviation d'affaires. Elle viendra nous parler de son parcours et de sa reconversion. Donc si ça vous intéresse, découvrez Rosalie le 11 février, 20h30 dans la zone aéro. On enchaîne, troisième émission du mois. C'est une autre femme pilote qui va venir nous voir. Elle est pilote de Fouga Magister. Elle a intégré la patrouille Tranchant il n'y a pas très longtemps. Elle est pilote professionnelle et aussi donc pilote démonstratrice sur des avions de collection. C'est Margot Litschig qui viendra nous voir dans la zone le 18 février 20h30 avec toutes vos questions. Une pilote sympa qui vole sur de chouettes avions assez anciens pour certains. On découvrira tout avec elle, donc le 18 février, 20h30. Et on terminera ce mois de février avec Roxane Ketterer-Vernet, en direct, tenez-vous bien, des États-Unis, puisque Roxane, elle est en formation MPL pour une célèbre compagnie blanche et orange, j'en dis pas plus, et elle nous fera découvrir justement ce que c'est que la formation de pilote cadet. Statut un petit peu particulier MPL. Qu'est-ce que veut dire le MPL? On verra tout ça ensemble le 25 février 20h30 et elle nous expliquera ce qu'elle fera après, comment est-ce qu'on devient pilote de ligne, etc. etc. Donc voilà, vous avez tout et il y aura évidemment fin février un nouveau volet, une nouvelle émission de la Ground School pour toutes celles et ceux qui veulent progresser, notamment dans la partie théorique. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près du programme de la zone aéro. Les amis, on vous retrouve pour le mot de la fin. Alors, est-ce que cette émission vous a plu et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Gazette de l'ULM? Non, Laura, tu vas y aller, là? Eh bien, non, moi, je tiens, c'est au nom de toute la Gazette, de tous mes camarades qui sont derrière leurs écrans à nous suivre. Et je les remercie chaleureusement. Je remercie aussi nos lecteurs, nos abonnés, tous ceux qui nous suivent, qui ont eu des mots super gentils, super bienveillants depuis qu'on a annoncé que nous passions sur la zone aéro. C'est toujours super touchant. De savoir que malgré tout, derrière cette gazette, il y a quand même une belle communauté d'ULMistes et de passionnés de vol qui nous suivent. Et pour ça, vraiment, sincèrement, je leur dis merci. Merci de participer à l'écriture de cette gazette en ayant toujours cette démarche de mettre une petite note d'humour ou de partage dans la gazette, parce que plus ça va, plus malgré tout, on reçoit des petits messages sur l'adresse mail de la gazette pour qu'ils aient un petit mot de leur article, pour mettre en évidence une base ULM, mettre en évidence la réussite d'un élève. Donc pour ça, sincèrement, je remercie nos lecteurs et nos abonnés, ainsi que toute la jolie équipe de la Gazette avec qui je travaille. Voilà. Ok, merci pour ces mots, Laura. Elle va nous faire pleurer tout à l'heure. Oui, comme ça, ouais. Ah ouais. Eddy ?
Ouais, et bah, effectivement, donc la Gazette de l'ULM, voilà, faut comprendre que c'est avant tout une communauté. On essaye de faire rayonner l'ULM. On a des grands projets pour l'avenir en termes de contenu, notamment de contenu vidéo. On veut attirer les jeunes aussi vers l'aéronautique. Je pense que l'ULM est un outil formidable pour se mettre à voler. Donc tous ces beaux projets-là, et ben c'est comme pour la zone aéro, il faut qu'on soit soutenu derrière pour que ça avance. Donc n'hésitez pas à aller découvrir la Gazette, n'hésitez pas à vous abonner et c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose de très bien avec l'ULM. La fédération, voilà. Enfin, quand je dis la fédération, c'est on fédère autour du projet commun. Voilà, vous avez compris. C'est ça. Ouais, okay. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu nous voir et de nous avoir fait partager votre univers, nous faire découvrir aussi pour celles et ceux qui ne connaissaient pas le magazine et la qualité du travail que vous proposez. Donc nous, ça nous tient aussi à cœur de mettre en avant des démarches telles que la vôtre. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi, à ton équipe. C'était très sympa comme échange. Eh bien écoute, le plaisir est partagé. Dans le chat, on vous remercie aussi beaucoup déjà d'avoir participé aussi à l'émission avec nous, mais le chat vous remercie, hein. Super boulot cette Gazette, merci Laura, merci Eddy. Abonnez-vous à la Gazette de l'ULM, c'est mortel. Ils sont tous au taquet là. Hein. C'est bien. Merci les gars. Ouais. Vous pouvez, je vous rappelle, celles et ceux là, vous avez des points de chaîne. Vous pouvez envoyer des applaudissements sur le live. Hein. Vous avez tout un tas de trucs pour applaudir, remercier les invités. Ces points de chaîne, ils sont là pour vous. Vous pouvez les utiliser, bien sûr. Voilà, donc le chat, il vous remercie. On peut dire ça de manière globale. Alors, dans un instant, évidemment, je vous rappelle qu'on va faire un raid sur une nouvelle chaîne. Le prochain rendez-vous de la zone, donc c'est demain soir 20h30 avec Cynthia pour la partie Ground School. Merci à Claude 5102 qui arrive juste à la fin. Il va pouvoir participer au raid. Vous faites un copier-coller des emotes de Julo. Il vient de les mettre dans le chat, copier-coller. Vous les envoyez sur la nouvelle chaîne. Ça fait des emotes d'avion un petit peu partout. Et c'est sympa. Je vous rappelle, les réseaux sociaux, ils apparaissent dans le chat pour connaître le programme, interagir avec les émissions et retrouver les replays. Tout est dedans. Vous avez d'ailleurs le dernier replay qui est sorti, c'était quand ? Mercredi, sur Aérobot, avec Emmanuel qui est venu nous voir sur les contenus pédagogiques des futurs tests avec l'IA, etc. Donc vous allez voir l'émission, c'était assez sympa. Et vous avez aussi celle qui marche fort, c'est celle de Marco, qui était venu nous voir, pilote instructeur également à Cognac sur PC21 chez CAE. Voilà, le replay est en ligne et ça marche fort, ça marche même très fort sur l'émission de Marco. Donc merci à vous en tout cas pour l'avoir diffusé et la regarder. Les réseaux sociaux, on en a parlé, le podcast évidemment sur toutes les bonnes plateformes, Amazon, Deezer, Spotify, etc. Merci Julo pour ton soutien sur les podcasts et pour t'en occuper chaque semaine. Patreon pour tout ce qui est rédaction, on va dire soutien de la zone aéro, la boutique, évidemment le Discord qui reste ouvert 24 heures sur 24, on va vous solliciter de plus en plus dans le Discord, notamment sur les contenus de la zone aéro. Vous aurez votre mot à dire. Ça arrive, donc rejoignez le Discord de la zone, bien sûr. Dans un instant, le générique, et puis on bascule tous sur une chaîne. On va voir où est-ce qu'on va. On va découvrir ça courant de générique. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Et on compte sur vous pour saluer la chaîne chez qui on arrive, bien sûr. Merci à toutes et tous. Merci Laura. Merci Eddy. Bonne continuation, bon vent, au plaisir de se recroiser, peut-être sur un terrain. Avec plaisir. Et puis, bonne soirée à toutes et tous. Rendez-vous demain et la semaine prochaine dans la zone. Passez une très bonne soirée. Ciao, bye bye. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission.